L'erreur est humaine, mais c'est aussi une porte vers la découverte et c'est de l'auteur Samuel Beckett. Bonjour Caroline! Bonjour Charles! Bienvenue à un autre épisode de Scène et Neurones où on est là pour vous aider à travers le théâtre et les neurosciences pour gérer le quotidien avec nos enfants et que ça devienne très agréable. Très agréable, plus facile aussi. Donc, on vous donne des trucs. Et voilà, et aujourd'hui, de quoi qu'on parle? On parle que les enfants, souvent, vont éviter de faire des erreurs. Et le fait d'éviter de faire des erreurs peut créer d'autres problèmes. Effectivement. Parce que la peur de se tromper, on l'a tous. On l'a encore chez les adultes, parfois certains moins que d'autres, mais on le voit, qu'on veuille se l'admettre ou non, et c'est normal. Mais là où ça devient problématique, surtout chez les enfants, plus il est jeune, plus ça peut devenir problématique, parce qu'on en a parlé, c'est là où que tout se forme et tout le cerveau est un réel éponge. Mais ça peut causer des problèmes d'estime de soi, ça peut causer des problèmes d'anxiété de performance, d'avoir un perfectionnisme excessif, d'en venir à prendre la fuite plutôt que d'affronter les problèmes et les obstacles qui nous permettent de grandir. C'est ce qu'on va trouver. Exactement. Puis il y a beaucoup d'enfants, beaucoup plus qu'on pense, qui ont peur de se tromper. Ils ont peur de se tromper justement avec les choses que tu disais tout à l'heure, c'est qu'ils ont peur de décevoir, ils ont peur de ne pas être à la hauteur, puis c'est de plus en plus fréquent. Et c'est des attentes ou des standards qu'on se met qui, pour un enfant, je veux dire, qui parfois est réel, parfois ça vient d'un parent, ça peut être inconscient, ça peut être quelqu'un de l'entourage, ça peut être les pères de l'enfant dans la classe, dans une équipe, mais parfois c'est des attentes perçues, non pas nécessairement réelles aussi. Exactement. Puis nous, les parents, souvent, on veut bien faire les choses, maman, elle fait le lunch, elle fait ci, elle fait ça, puis tout est toujours comme bien fait parce qu'on est habitué, parce qu'on veut bien faire les choses, mais l'enfant nous voit aller à travers tout ça. Et il voit que maman, ou papa essaie de ne pas faire d'erreur, essaie de bien faire les choses. Et malgré nous, on leur met des standards qui, pour eux, sont comme inatteignables. Et souvent, c'est de là que ça part. Il y a d'autres facteurs, mais souvent, ça part de nous et on n'est pas conscient que ça part de nous. Non, parce que des fois, on entend, puis encore aujourd'hui, tu sais, un enfant fait de la danse, un enfant fait du hockey ou autre, puis là, on le voit déjà à Broadway, on le voit déjà dans la LNH, surtout avec les Canadiens en série, ça incite les jeunes encore, ça les stimule plus. Mais le parent pousse, puis ça, on le voit, tu sais, c'est plus visible. Oui, ça aussi, ça, on le voit, c'est vrai, puis on le voit aussi au cinéma, on voit, là, les parents qui veulent absolument que leur enfant devienne des vedettes. Mais ça, on dirait que c'est pas que ça va, mais c'est un stéréotype qu'on a vu. Par contre, comme tu disais, dans le quotidien, on s'en rend même plus compte. Non, puis c'est pas voulu, c'est ça l'affaire, c'est que ce n'est pas voulu. Mais, tu sais, les plus grands de ce monde l'ont dit, tu sais, qu'à travers les échecs qu'ils ont grandi, qu'ils ont réussi à performer. Oui. Si on regarde le basketball américain, qui présentement sont dans les séries, celui qui est, pour la plupart des gens, considéré comme le meilleur joueur de tous les temps. Le plus connu, je crois. Michael Jordan, tu sais, il a dit que c'est justement le fait de se tromper, le fait d'avoir cumulé autour de 300, je pense que c'est quelque chose comme 300 défaites dans sa carrière, d'avoir raté 26 000 tirs, quelque chose comme ça, et d'avoir même, à la fin d'un match, raté, je pense que c'est à peu près 23 fois un tir gagnant qui est pas allé. Il a tout compté ça, lui, là. Il y a des statisticiens derrière, mais c'est ça qui l'a fait qu'il a réussi. D'apprendre de ses erreurs, de se motiver à faire mieux la prochaine fois, de se pratiquer davantage, d'étudier les habitudes de ses adversaires et autres. Et c'est ça qui a fait la différence. Mais tu sais, on a juste à regarder dans la nature, c'est la même chose. Bon, tu sais, on connaît le lion. Il y a une réputation surfaite, là, parce que c'est vraiment la lionne qui chasse, et pendant que lui dort, là. Mais, tu sais, on l'appelle le roi de la jungle. Pourtant, oui, il fait peur, mais en même temps, il ne réussit pas souvent. Parce qu'un lion, c'est connu selon ceux qui ont analysé ces animaux-là, ne réussit à attraper sa proie, qu'une fois ou deux sur 10. Ça veut dire qu'il y a une quinzaine de pourcents de taux de réussite. Oui.
Mais les enfants ne comprennent pas ça, puis c'est normal, là, OK? Eux, ils font juste ressentir les choses sans aller au fond de ce que ça veut dire. Puis des signaux qu'on peut avoir, nous, en tant qu'adultes, qu'on peut voir aussi chez les enfants, ce n'est pas des signaux ou des choses qui vont nous donner l'impression que c'est une peur de l'échec. Alors, par exemple, un enfant qui va refuser de faire un examen. On va dire, voyons, il refuse un examen, c'est quoi son problème? Il préfère choisir par lui-même de ne pas faire l'examen qu'il considère trop difficile que d'avoir quelques points, mais d'être en échec. Parce que l'enfant, sans se rendre compte, il fait des choix, puis il préfère ne pas le faire. Puis à ce moment-là, c'est mal perçu par l'adulte, parce qu'on se dit, bon, ben, c'est parce qu'il veut pas, ça ne tente pas. Il est paresseux. Mais c'est ça. Mais c'est des stratégies d'évitement. Comme ça, ben, il a fait le choix, puis c'est correct pour lui dans sa tête. Ça ne veut pas dire que c'est correct. Il ne raisonne pas tout ça. Mais Non. ça reste que c'est ça. Tu sais, moi-même, dans l'autre sens, au lieu de refuser de ça, tu sais, quand j'étais jeune, ce qu'on parlait de perfectionniste tantôt, excessif, ça, c'était moi, ça. Tu sais, moi, les dictées, quand il y avait une remplaçante, ça signifiait dictée, j'étais houhou, mais j'étais le seul de la classe qui faisait houhou. Parce que moi, tu sais, avoir une faute, c'était la fin du monde. Ouais. Mais c'était pas une pression mise par mes parents, parce que d'ailleurs, ma mère n'était pas une référence en la matière, puis c'est pas quelque chose de méchant. Elle était bien consciente de ça, puis c'est correct, là. Mais, tu sais, c'était moi qui me mettais cette pression-là. Tu sais, tantôt, quand des fois, on disait que c'est perçu au réel, parce que là-ci, c'était vraiment imposé à moi-même. Mais c'est pas simple, parce que t'es jamais heureux de tes résultats, à moins d'avoir ça, puis quand tu l'as pas toujours, t'es pas heureux. Et ça m'a été longtemps le fardeau dans ma vie de comment ça a été pesant de porter ce... Il faut tout le temps que ce soit fait à la virgule près. Ben oui. Malgré tout, c'est ça, c'est qu'il faut amener le jeune à réaliser que faire des erreurs, c'est simple, puis que c'est à travers le fait de faire des erreurs que le cerveau apprend mieux. Oui. Mais c'est pas juste de faire une erreur, c'est de la correction qu'on en fait par la suite. Oui, les explications qu'on va donner, puis qu'on va l'encadrer à travers tout ça, mais il faut, premièrement, en tant que parent, c'est de le voir, de le reconnaître. Ça, c'est pas toujours très facile parce que on a d'autres perceptions, nous aussi. On est des humains, tu sais, mais l'enfant, en fait, il va vivre de l'anxiété. Il peut avoir mal au ventre, il peut avoir des maux de tête. Moi, on ne sait pas trop ce qui se passe. Moi, pourquoi il ne veut pas faire son examen? Il n'est pas étudié. Alors que ce n'est pas nécessairement ça. Mais il y a des symptômes physiques aussi chez l'enfant qui peuvent arriver. Puis moi, mon fils a toujours bien été à l'école. Ça a toujours bien... les notes suivaient. Puis quand il y avait je me souviens plus comment il appelait ça, la cote R au lieu de T, très bien réussi. En tout cas, juste, il devait manquer une lettre pour dire genre réussi au lieu de très bien réussi, mais il pleurait à toutes les fois. C'est de l'anxiété de performance. Puis là, je disais, mais c'est très bon. Oui, mais j'ai fait 2 erreurs. Mais c'est très bon. Toi, est-ce que tu as mis les efforts? Parce que ça en est des mots qu'on peut employer comme parent. Est-ce que toi, selon toi, tu as mis les efforts qu'il fallait? Oui ou non? Oui, c'est parfait. Mais si tu me dis non, ah, ben là, on va en jaser, puis on va travailler ensemble. Mais si, oui, il a mis les efforts. Et puis, tu sais, quand tu parles de dire, c'est encore une fois, quand on parle de neuroplasticité, du fait de devoir répéter, c'est pas une fois, malheureusement. Tu sais, ça peut être fréquemment avant que ça commence à rentrer petit à petit. Quand je disais par rapport au cerveau qu'il faut amener la correction, bien, c'est parce que si on fait juste voir l'échec, en disant, bon, il va apprendre de ça, bien, le cerveau, lui, se met en mode plus protection. Tu sais, comment être sécurisé, comment pas trop se sentir mal là-dedans. Mais si on amène la correction, alors là, le cerveau va se corriger sur l'ajustement qu'il y a à faire pour la prochaine fois de comment mieux affronter les circonstances, peu importe lesquelles elles soient. Et c'est là que tu vas avoir un apprentissage, puis que tu vas voir le jeune se développer, puis conserver et augmenter son estime et sa confiance. Puis quand tu parles de correction, là, tu parles d'avoir une discussion avec l'enfant? Bien, c'est à travers la discussion avec l'enfant que tu peux l'amener à voir les choses différemment, que tu peux l'amener à peut-être lui indiquer, tu sais, que la pression que tu y mets, c'est peut-être pas celle que lui pense. C'est diminuer justement donc la pression qui se met sur les épaules et d'amener un nouveau regard sur son résultat. Oui, puis tantôt, tu parlais des pairs aussi, puis tu parlais de la danse, puis peu importe là, ce qu'ils font, mais c'est souvent aussi un phénomène de groupe où, il y en a qui sont meilleurs, puis là,
pourtant, là, on est vraiment là, dans je trouve, une société où, tu sais, on n'est plus comme dans le temps où tu avais un capitaine, puis en éducation physique, choisis lui, puis toi, tu es tout le temps le dernier. On n'est plus là-dedans du tout. Et malgré ça, il y a des enfants qui regardent et s'auto-jugent très, très sévèrement. Ah oui, qui se traitent de bêtes ou qui craignent de recevoir, ou qui craignent d'être ridiculisés devant les autres. C'est énorme. On en parlait dans un précédent, quand on parlait d'image corporelle au dernier épisode. C'est ça, le jugement est facile. Là. Oui, puis en art dramatique aussi, en théâtre, je le vois beaucoup, là, les jeunes qui viennent en avant, mais ils ont peur du ridicule. Puis même si on dit la phrase le ridicule ne tue pas, de un, il faut qu'ils comprennent ce que ça veut dire, mais ils ne sont pas toujours rendus à ce niveau-là non plus. J'essaie des fois de leur expliquer, ce n'est pas toi, c'est un personnage, mais c'est pas facile et ils ont peur de se tromper, ils ont peur de dire n'importe quoi, ils ont peur de figer devant les gens. Même je leur dis, hey, c'est pas grave, on est là, on va t'encadrer là-dedans. Si on est à la pièce de théâtre, on va mettre des souffleurs de chaque côté, des gens qui vont dire les répliques si tu te trompes. Malgré tout, c'est pas facile parce que c'est ça, ils sont entourés de gens qui sont performants, ils voient des choses, ils constatent des choses, puis même s'ils ne le verbalisent pas, ils l'entendent et ça se véhicule. Puis tu sais, ce que je dirais, la différence avec quand nous, on avait leur âge, c'est que non seulement il y a tout ça, mais c'est amplifié par le fait que c'est pas long, un commentaire, une photo est prise, est envoyée sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ben oui. Et avant, comme on dit, l'intimidation s'arrêtait à cours d'école. Une fois sorti, on avait la paix pour le reste de la journée, la soirée. Mais là, ça se poursuit. Tu sais, il y en a beaucoup qui continuent. Et c'est là la pression qui se met aussi, puis la pression qui se met en voyant à ce que les autres réussissent. Mais ce qu'ils réussissent, c'est bien grand mot, parce qu'on met juste ce qui fait notre affaire aussi sur les réseaux sociaux. Donc, ça peut paraître toujours plus rose chez le voisin, mais... Ils regardent leurs likes, ils regardent, ils regardent leurs espèces de statistiques. Puis moi, j'ai toujours dit à la blague, mais en même temps, c'est pas faux, là, mais... Mon Dieu, une chance qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux quand j'étais plus jeune. Parce que j'en ai fait des nounouneries. Puis aujourd'hui, tous les jeunes, et de plus en plus jeunes, ont un téléphone cellulaire dans les mains. Et le téléphone ne sert pas qu'à appeler, mais il sert à faire plein d'autres choses, qui est bien utile, mais qui peut devenir une arme aussi, dans le sens que tout est filmé. Une fois que tout est filmé, même si la police passe dans toutes les écoles primaires, secondaires, pour expliquer, on dirait que ça ne les concerne pas. Donc, cette pression-là, encore. Oui, ça arrive aux autres, mais quand ça arrive, là, on vient de changer la donne, on vient de monter d'un cran le niveau de performance, là, au niveau de qui ils sont, qu'est-ce qu'ils ont fait, et le regard des autres, évidemment, sur eux autres. C'est ça, il y a des jeunes qui arrivent naturellement, ça leur en passe un peu 18 pieds par-dessus la tête plus facilement, mais c'est pas souvent le cas, malheureusement. Il y en a... Je vois pas ça comme une épidémie, là, mais je vois ça comme quelque chose qu'on voit beaucoup plus fréquemment qu'on voyait. C'est toute cette pression. La peur du regard de vraiment pas pouvoir faire quoi que ce soit. Non, mais c'est la baisse de l'estime de soi. Là. Je veux dire, c'est ça qui est pas drôle. On base l'estime de soi à travers les réseaux sociaux, à travers le regard des autres. Et là, c'est une estimation qu'ils ont d'eux-mêmes qui est souvent erronée, malheureusement. Ah, c'est ça. L'estime de soi, il y a une autre estime. C'est environ, mais l'environ n'est pas toujours mis à la bonne place. Mais c'est ça, mais se tromper, c'est normal. C'est comme une citation très célèbre que pour certains connaissent sûrement, mais Thomas Edison, celui qui avait inventé l'ampoule électrique, disait, ça lui a pris 10 000 fois avant d'arriver à créer l'ampoule électrique puis que ça fonctionne. Puis quand il m'a dit pourquoi tu n'as pas abandonné avant ça, etc., en disant, parce que j'ai trouvé les 9 999 autres, c'était que des façons d'apprendre d'une fois à l'autre, qu'est-ce qu'il n'avait pas fait de correct. Puis donc, il voyait ça comme une étape, une marche dans l'apprentissage et non pas comme un échec. Donc, c'est toute la perception, et c'est là où je reviens avec la neuroplasticité de comment marteler le message, pas aux jeunes, pas te confronter, parce que là, ça va être le mécanisme de protection, mais essayer d'y aller d'une manière relativement douce, de faire comprendre d'une fois à l'autre que c'est juste normal, puis que parfois, il faut juste qu'il travaille un peu plus fort, puis il va voir le résultat qui va s'améliorer. D'arriver à dédramatiser aussi, ça aide
OK, puis c'est pas de dire « Hey, c'est pas grave! » Non, mais écoute, j'entends ce que tu dis. Maintenant, on va. Souvent, je dis, moi, on va ramener ça à l'échelle planétaire. OK? Là, on a la Terre, on ramène ça là, là. Bon, tes 2 points manqués là, sur ta dictée. OK, on regarde ce qui se passe au niveau de notre planète, puis tu fais, ouais, finalement, c'est peut-être pas si pire que ça. Mais tu sais, il faut arriver à trouver des exemples, de dédramatiser. C'est pas toujours simple, mais d'essayer, de valoriser les efforts. Comme je disais tout à l'heure, OK, moi, je t'ai vu étudier. Toi, de ton côté, est-ce que tu as fait des lectures? Est-ce que. Ben, s'il dit oui, même s'il était en échec, tu comprends-tu? Même s'il est en échec, s'il a travaillé, ben, tu dis, ben, bravo, ça va porter fruit éventuellement, c'est pas grave, là. C'est sûr que s'il est lazy, ben, tu vas dire, ça vient, les résultats viennent avec, là, tu sais, il y en a quand même pas tant que ça, là, hein? Des jeunes comme toi qui n'étudiaient pas et qui avaient des bonnes notes. C'est ça, mais ça te rattrape plus tard, ça, par contre. Oui, c'est ça que tu m'avais déjà dit. Au cégep, c'est ça? Hein? T'as pas dit Au ton nom au cégep, cégep? c'est ça. Quand t'as pas appris une méthodologie, puis que tu n'en C'est avais ça. pas besoin, en disant que ça va toujours bien aller comme ça, mais qu'à un moment donné, la charge de travail est beaucoup plus importante, j'ai frappé un mur au cégep. Puis c'était pas parce que j'étais moins intelligent, c'était juste parce que j'avais pas appris les bonnes façons de faire. C'est ça. Puis tu sais, j'en ai un que j'ai connu au secondaire, que j'ai retrouvé après ça à l'université, qui lui en arrachait au secondaire. Mais lui, il en a travaillé un coup. Puis rendu à l'université, c'était dans le même programme que moi, c'était lui qui avait les meilleures notes. Oui, oui, je te crois. Puis l'ego, on prenait pour son rôle. C'est le coup, là, on va l'avouer, là. Oui, tu as raison, parce que j'ai vu souvent des jeunes, tu sais, cumuler des échecs après échecs, avoir de la difficulté au niveau scolaire. Mais c'est ça, ils mettent tellement de structure dans leurs apprentissages. Même s'ils échouent, il y a quelque chose qui se place, puis qui se place, Puis là, après ça, bon, tu vas au primaire, secondaire, puis tu vois comme, tu vois, ben, rendu au cégep, la structure, c'est-à-dire, bon, je vais faire mes devoirs tous les soirs, ben, tu sais, au primaire, c'est tant de temps, au secondaire, c'est tant de temps, mais ne pas démordre de ça, probablement qu'on est en train de faire de la neuroplasticité. Voilà. Et voilà. Ben là, au moins, tu arrives au cégep, à l'université, si tu te rends jusque-là, puis tu as déjà une méthode de travail, tandis que, tu sais, t'écoutes à peu près à moitié, puis tu réussis, mais à un moment donné, c'est ça te rattrape, puis tu fais, ben attends, je sais pas comment faire, moi, pour étudier, là. Puis là, on est dans des notions qui sont plus Ça ne compliquées. tente pas nécessairement, à 18 ans, de commencer Ben à passer non, une heure ça a toujours d'étudier, bien là. été, tu sais. Ben là, Pourquoi j'aurais besoin de passer une heure tout d'un coup? Tu sais, il y avait beaucoup de ça, là aussi. Là. Ouais, ben, tu sais, Je l'avoue très candidement, mais c'est mais ça. pour vrai, c'est comme en art dramatique, ça me fait rire, parce qu'en théâtre, j'en ai des tipettes aussi qui font des auditions, parce qu'au Studio Catharsis, on coach des jeunes acteurs, j'en ai déjà parlé, puis ils arrivent, puis ils ne savent pas leur texte. Comment tu veux que je... Déjà, c'est la base, apprends ton texte. Mais c'est parce que c'est tellement facile, une petite bouille cute, sympathique, mais ils ne savent pas leur texte. Oui, mais bouille sympathique ou pas, si tu ne sais pas ton texte, tu vas arriver en audition, puis ça ne marchera pas, là. Puis tu vas arriver sur un plateau, excuse-moi, mais puis le réalisateur va dire, ben c'est pas possible, tu as beau être cute, tu as beau être... Mais là, tu fais pas le texte qui est écrit, tu ne dis pas ce que tu devais apprendre. Fait que c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il y a la base. Puis tu sais, tu parles de ça, des auditions, ça me fait penser, tu sais, que ce soit pour le théâtre, que ce soit pour la télé, cinéma, pub, ou peu importe. Tu sais, j'avais vu un reportage où il disait un acteur moyen, comédien moyen, il va être pris une fois sur 65. Ben oui, j'en suis la preuve. Non, mais c'est ça. Donc, oui, tu sais, les Claude Legault de ce monde ou autre, tu sais, ils n'ont peut-être pas 65 shots pour se faire prendre, mais la plupart des acteurs, tu sais, c'est... L'ego peut en prendre pour son rythme. Là, si, tu bloques à chaque fois que tu n'es pas retenu. Peut-être juste parce que tu n'as pas de grain de beauté placé à la bonne place ou parce que tu n'as pas un frisou comme il veut, comme le réalisateur en tête. Là. Mais c'est ça. Oui, mais tu sais, ça reste que la base, c'est d'apprendre ton texte. Tu ne peux pas toujours te fier sur le fait que tu le lis une fois puis tout va être beau, tout va être dessus. C'est ça. Mais c'est à travers les échecs de voir justement d'amener un collectif, d'amener une autre façon de faire les choses qui va amener le cerveau à progresser, à créer des nouvelles connexions neuronales qui vont l'amener donc à pas se caler, pas se recommencer. Accepter les échecs, faire bon, pas grave. C'est ça, mais de voir ça comme une occasion de grandir. Exact. Puis je crois que c'est toi qui es sorti que sur le site Internet que vous devez peut-être connaître Allo Prof qui donne des trucs pour gérer l'anxiété, pour gérer qui donne des conseils, ça se peut-tu? Pour juste au niveau des échecs, effectivement, de comment gérer tout ça. Puis tu sais,
Le plus simple aussi, des fois, juste pour calmer un jeune pour n'importe quoi, c'est de prendre des grandes respirations profondes avant tout pour OK, donc, parce que plus que tu respires lentement, plus que le cerveau dit ben, il n'y en a pas tant un gros problème. Ouais. Parce que le stress, on respire plus rapidement et tout, l'anxiété, c'est pareil. Puis le cerveau associe ça à un danger, d'une mammouth qui arrive, l'auto qui vient pour te frapper. Mais plus que tu respires lentement. Donc, après ça, tu es capable d'amener le jeune. Mais si tu essaies de lui parler quand il est encore en. Mais en fait, je pense que dès le départ, c'est de l'écouter, hein, d'accueillir tout ça. Puis, c'est ça, de ne pas dire hey, c'est pas grave, on va recommencer. Attends un peu. On l'écoute, on respire. Puis, il y a des trucs qui se donnent un peu partout. Puis, bon, aujourd'hui, on vous en donne aussi quelques-uns. Puis, c'est cela, hein, autant au niveau de la neuroplasticité que de mon côté, au niveau des arts dramatiques. On a du beau travail à faire avec ces enfants-là, puis on est capable de les faire progresser. Ce qui m'amène à te demander quel est notre jeu de la semaine à vous proposer. Ben, moi, j'aime bien passer par à peu près n'importe quelle situation, passer par le jeu, ça aide beaucoup. Si vous avez des plus petits ou si vous avez quand même des jeunes qui ne sont pas trop encore dans l'adolescence, moi, j'irais avec un jeu de marionnettes. Les marionnettes, c'est fantastique pour faire parler les enfants. Donc, je mettrais une marionnette à l'enfant, puis vous auriez, vous aussi, une marionnette. Si vous n'en avez pas à la maison, là, un bas, hein, t'en as fait, petit bas, là, tu mets ça dans ta main, puis voilà, on a une marionnette. Et c'est de dire, OK, là, on va jouer à l'élève et le professeur, ou peu importe, mais amener l'enfant à faire des erreurs. Donc, toi, tu vas faire des erreurs. Toi, tu vas te tromper dans des calculs qui sont simples, dans peu importe, OK? Donc, tu vas te tromper. On va regarder ensemble comment moi, je vais faire pour te calmer si tu es anxieux. Puis toi, qu'est-ce que tu vas me dire? Qu'on fait semblant. Souvent, moi, je pars là, mes improvisations avec on décide d'un lieu. Puis faites parler l'enfant. Vous allez voir, c'est bon pour l'imagination, la créativité. On est où? Aux toilettes. Bon, parfait, on est aux toilettes. On accepte, là, c'est correct. T'sais. On est aux toilettes, parfait. Donc, le lieu, le temps. On est-tu le matin, la nuit? On est-tu en 2050 quelques? Il va vous sortir quelque chose de farfelu, mais plus vous l'êtes, plus lui aussi va partir dans son imagination. Lieu, temps, l'action. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, un petit résumé. C'est qui nos deux personnages? OK, toi, tu es la maîtresse ou moi, le contraire. L'enfant peut être le professeur, puis le parent, l'enfant. Et c'est juste d'amener à discuter, soit d'une situation qu'ils ont vécue, ou juste de partir sur une bulle d'affaires où on se trompe. Là, c'est de voir comment l'enfant réagit, qu'est-ce qu'on peut lui dire. Est-ce que tu t'es senti bien? Pas tellement. OK, mais est-ce que c'est grave? Vous allez voir, les marionnettes, là, c'est fantastique. Puis si vous avez des grands qui sont un peu welling, ça marche, les marionnettes, parce qu'il y a une distance qui se fait entre nous et l'objet, et c'est beaucoup plus facile. Ils l'utilisent beaucoup en thérapie déjà. Puis pour les plus vieux, on peut penser aux marionnettes, mais c'est parce que souvent, justement, ils sont rendus à un âge, rendus à 10, 12 ans, où là, ils commencent justement à plus vouloir se montrer, mais derrière... Ouais, c'est ça, probablement. Un castelet, un théâtre de marionnettes. Bien sûr. La maison des marionnettes. La maison des marionnettes. Bien, tu vas avoir... ils sont cachés, donc ils ont moins l'impression qu'ils se mettent... Ouais, c'est ça. Bon, ils vont peut-être trouver ça ridicule. Ça va être une belle occasion de faire des apprentissages, mais souvent, c'est ça. C'est du moment qui sont détachés. Ou ados, peut-être, ça va être on va trouver d'autres trucs, mais tu sais, c'est peut-être... OK, mais parle-moi de ton ami qui a eu tel... Fait que peut-être que par le faire parler par l'intermédiaire d'un personnage ou d'une amie, souvent, il y a peut-être des choses qui peuvent sortir. C'est ça. Parce que, bon, hein, il y a des jeunes qui ont plus d'imagination que d'autres, mais des fois, ça peut aider. Je pense juste à ta cocotte ce matin qui arrive au cours. Moi, je suis un écureuil. Hein? Ah, bon, d'accord. Ben, okay. Mais comment tu veux que je le sache pour que tu es un écureuil? Ben, ça se voit, j'aime ça, les écureuils. Ben oui, évidemment. Ben oui. Hein? C'est ça. Donc, il y en a qui sont plus prompts à ça. Mais voilà, donc c'est pas mal le contenu qu'on voulait vous livrer cette semaine. Et la semaine prochaine, on va être encore là, évidemment. Mm-hmm. Et cette fois-ci, un autre aspect qu'on a à gérer par moment, et j'en sais quelque chose, l'impulsivité. Oui. Comment le théâtre va pouvoir nous permettre de canaliser cette énergie-là, toujours aidé, évidemment, par les neurosciences. Oui, puis l'impulsivité, souvent, ça vient avec autre chose, des choses avec lesquelles on a déjà discuté, puis il y aura autre chose, mais oui, l'impulsivité. Ouais. Très bien l'improvisation, par contre, pour l'impulsivité. Alors, nous, notre mot de la fin, c'est on a des camps d'été
cet été, tous les étés, on a des camps, puis on fait des choses différentes au studio Catharsis. On dit même moi, c'est pas possible. Donc, on fait du théâtre, du cinéma, on fait du doublage, on fait des pubs, on fait aussi de vidéoclips, impro, je l'ai tout dit. En tout cas, tout ça dans une semaine, je vous le dis, ils sont brûlés, les enfants, parce qu'ils travaillent là, de façon cérébrale, là. Fait que c'est presque autant qu'une activité physique, mais c'est au niveau du cerveau. Mais c'est fantastique, les parents me disent qu'ils dorment bien le soir. Fait que je suis satisfaite. Voilà. Donc, les camps d'été, puis ben, après ça, on vous parlera de cet automne, mais pour le moment, on va vous laisser là-dessus. Merci bien. À la prochaine. Oui, à la prochaine. Dans le noir de la salle, une voix qui s'emballe, un enfant qui respire, prête à se laisser dire. Elle tremble sur la réplique, son cœur court, sa gorge pique, on lui dit regarde-moi. Tout à coup elle ose la voix, il improvise, il se trompe mais le rire brise la honte à force de jouer quelqu'un. Il découvre qu'il vaut bien plus qu'il ne croit. Scènes et neurones, ça bouge là-haut. Des mondes qui tournent dans leur cerveau. Ils apprennent à vivre en jouant des rôles.